Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La guerre économique version Sud-Sud. Entre le Qatar et les Émirats arabes unis, la bataille des ports fait rage. En République démocratique du Congo et dans la Corne de l'Afrique, ces deux pays s'affrontent pour gagner des parts de marché. Pour en parler, je reçois Ali Ojej, avocat en droit public des affaires, conseiller des autorités publiques, notamment au Sénégal et en RDC. Bonjour Ali Ojej. Bonjour. Allez, c'est quoi votre travail vis-à-vis des autorités publiques de ces pays? Écoutez, en tant qu'avocat, mon rôle principal, c'est à la fois de négocier et de tenir la plume. Je ne fais pas de contentieux, donc je ne suis pas dans les tribunaux. C'est un rôle de conseil. Sur des projets de partenariat public-privé, ces trois lettres magiques qu'on évoque souvent, PPP, et qui me permet, au plan individuel, donc, d'accompagner ces États sur une composante juridique, mais dans un plan collectif, et c'est là la spécificité de mon positionnement, eh bien, d'offrir à ces États un pouvoir égalisateur dans leur relation avec le secteur privé. Qu'est-ce que cela signifie de manière très concrète ? La grammaire du privé a souvent échappé aux États, notamment s'agissant des moyens de faire leur rentabilité sur des projets d'infrastructure qui sont sur du temps long. On parle de 25, de 30 ans. Et donc, beaucoup de ces États ont sophistiqué le conseil en transactions dont ils bénéficiaient. Et donc, pour ma part, plutôt que de privilégier là-dessus un développement vertical qui passerait par une profondeur d'équipe, j'ai privilégié un développement plutôt horizontal qui me permet, en plus de la composante juridique, d'apporter une composante technique, donc avec des ingénieurs, des anciens patrons, par exemple, du secteur portuaire, lorsque le sous-jacent est un actif portuaire, une composante aussi d'ingénierie financière, et puis, c'est la nouveauté, une composante géopolitique. Donc, en fait, vous conseillez les présidents ou les ministres dans leur choix des partenaires, notamment sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les ports. À qui on cède la gestion ou la concession des ports? C'est ça votre travail? Absolument. Alors, vous avez travaillé pour le Sénégal et la République démocratique du Congo. Notamment, on va justement voir une carte là, de la République démocratique du Congo avec là nos deux acteurs préférés. Donc nous avons DP World qui est l'acteur de Dubaï des Émiratis et nous avons donc DP World qui est présent sur le port de Banana et nous avons l'autre acteur, c'est Qatar Investment Authority qui est lui présent sur le port de Matadi. Quel est l'intérêt pour la RDC d'avoir deux partenaires? D'abord, de réduire ses dépendances et de développer son corridor logistique. Beaucoup de pays du continent sont politiquement indépendants, mais n'ont pas encore réussi le pari de l'indépendance logistique. Et si vous regardez la RDC, quelques points de repère pour les téléspectateurs, on parle d'un pays immense qui a 80 fois la superficie de la Belgique, qui était sa puissance coloniale, qui est Kinshasa, la plus grande agglomération francophone au monde, et qui est en réalité semi-enclavée. Vous le voyez sur la carte, son accès à la mer se fait par un petit bras de terre de 40 km, avec un littoral à peu près de 37 km, qui est coincé entre l'Angola mainland et son exclave du Cabinda. Et donc, l'idée pour la RDC, c'est en tout cas de pouvoir cesser de dépendre ou réduire sa dépendance vis-à-vis du port de Pointe-Noire. Au nord. Absolument. Et Luanda. Dans l'autre Congo. Au sud. Et donc, l'Angola, avec notamment le Lobito Corridor. Et de pouvoir, parce qu'ils ont besoin, comme beaucoup de pays, du commerce international pour une population qui est appelée à grandir. Un ordre de grandeur aussi pour vos téléspectateurs. L'Afrique, en 2050, ce sera 2 milliards d'habitants sur une population mondiale de 8 milliards, c'est-à-dire un habitant sur 4. Le commerce est indispensable pour ces pays qui doivent réduire leur dépendance. Réduire leur dépendance et réduire les coûts, je suppose. Parce que quand les marchandises passent par Luanda ou par le Nord, ça coûte plus cher pour le pays, c'est ça? Absolument. L'exportation des biens peut représenter en tout cas le coût du transport peut représenter jusqu'à 50% de la valeur du bien. Et donc à la fois pour exporter ces matières premières, mais aussi pour importer des intrants, elle a besoin de développer son indépendance logistique. Pourquoi deux acteurs? Alors là, vous savez, entre sur une partie qui serait plus géopolitique, vous avez parlé des pays du Sud, qui sont dans une approche que l'on peut qualifier du multi-alignement. C'est-à-dire que l'objectif de ces pays étant de réussir leur développement, ils vont s'entourer de différents partenaires, de pays différents, pour faire aboutir leurs projets.
parangon du multi-alignement étant l'Inde. Et la RDC, à ce titre, n'échappe pas à cette loi. Et donc vous avez cité DP World, qui est un acteur des Émirats arabes unis. Qui est un géant depuis pas mal de temps quand même. Qui est un géant. Dubaï, qui est une cité marchande devenue cité monde. Et qui sont, avec le Qatar, si vous voulez, la politique étrangère étant souvent le prolongement de la politique intérieure, des modèles achevés d'économie de rente. Le petit nouveau, le Qatar, sur ce marché des ports, non ? Par rapport à Dubaï, en tout cas, oui, tout à fait. C'est Dubaï qui donne l'exemple sur ce sujet. Mais le Qatar, qui, sur beaucoup de dossiers géopolitiques du monde, a su se rendre, indispensable. Et donc, vous avez raison de dire que DP World, qui est l'opérateur de terminaux de Dubaï, est beaucoup plus ancien et a une présence au niveau du monde qui est plus considérable. Absolument. Et donc, le projet du Qatar, à travers donc le fonds d'investissement, c'est aussi de prendre des marchés sur ce marché-là, sur ce segment-là ? Tout à fait. Qatar comme Émirats arabes unis ont fait l'impasse sur leur secteur agricole pour privilégier l'exportation de leurs matières premières. Et donc, ils pensent sur le temps long pour gérer à l'avenir leur sécurité alimentaire notamment, et qui passent par cette présence sur le continent africain. Ils ont réussi à être mieux disants que les Émiratis, les Qataris sur la RDC ? Alors, si on prend donc le sujet du port de Matadi, c'est un contrat qui s'est fait directement entre le Qatar et la RDC par le jeu d'un traité, d'un accord bilatéral d'État à État, un accord J2J, Government to Government, entre la RDC et le Qatar, un accord de coopération qui porte sur différents secteurs, notamment celui des transports. Et le Qatar a proposé que l'opérateur sur le port public de Matadi, qui est aujourd'hui opéré par une entreprise publique congolaise, puisse être effectivement concédé à MSC, qui est donc le premier armateur mondial, en plus d'être un opérateur de terminal. Vexant, non, pour Dubaï, pour DP World, de voir arriver ce concurrent. Vous avez prononcé le mot à ce niveau, on va dire, de présence sur le monde. La compétition fait clairement partie du jeu. Et je pense fondamentalement qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs. Donc, d'accord. Et puis, le positionnement est très différent. Parce que DP World est au niveau de Banana. Donc, c'est sur la partie maritime avec un projet en eau profonde qui permettra d'accueillir des navires tout à fait considérables. Alors que Matadi, vous passez déjà par un fleuve dont la navigabilité n'est pas forcément idéale, et avec une profondeur qui, à terme, devra être de 9 mètres. Donc, c'est une activité de feedering qui permet de faire venir des navires plus petits, si vous voulez, au niveau du quai. Bon, il y a un grand port Pointe-Noire au nord, il y a un grand port Luanda au sud, il va y avoir Banana, Matadi. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs, là ? Alors, contrairement à l'Europe, prenez par exemple l'exemple de la France, où le premier port de la France, c'est Anvers, en Belgique. Oui. Voilà, vous avez donc des corridors qui sont interconnectés. Ce n'est pas le cas sur le continent africain. Donc je pense qu'on ne fait jamais assez, d'ailleurs, en matière de développement d'infrastructures de transport, singulièrement de transport maritime. Vous connaissez l'adage de Sir Walter Raleigh, qui tient la mer, tient le commerce maritime, et qui tient le commerce maritime, tient la terre. Et donc il est au contraire indispensable que ces États multiplient les exemples de présence de ces acteurs sur leur continent et qui ont chacune leur spécificité. On pourra en discuter s'agissant Deuxième exemple, c'est la Corne de l'Afrique, où là, on avait un DP World, donc l'acteur de Dubaï, des Émiratis, qui était présent à Djibouti, qui a quitté Djibouti, et qui veut s'installer au Somaliland pour offrir avec donc l'Éthiopie, un espace pour l'Éthiopie à la mer. Là aussi, on a une compétition entre les géants. Là aussi, il y a, intéressé à l'Éthiopie, on parlait de démographie tout à l'heure, 132 millions d'habitants aujourd'hui. La projection à 2050 situe ce pays à peu près à 210 millions d'habitants. Donc le plus grand pays quasiment enclavé. En tout cas, le plus grand pays enclavé au monde, absolument. En tout cas, avec le plus de population. Donc il faut un port. Il faut un port, d'autant que l'Éthiopie, qui fait partie avec le Libéria des 2 pays du continent qui n'ont jamais été colonisés, a perdu l'accès à la mer que depuis 1993. Exact. Et donc, quand vous avez une population aussi importante, une histoire aussi valeureuse, vous ne pouvez pas dépendre à hauteur de 95% pour votre commerce du seul port de Djibouti. Et donc, il était nécessaire, effectivement, pour l'Éthiopie de chercher un autre débouché portuaire
avec bien sûr un jeu de contrepartie avec le Somaliland, que personne... C'est le port de Berbera, absolument, au profond lui aussi. Tout à fait. Sauf que le Somaliland, il n'existe pas officiellement. Ça appartient quand même à la Somalie. Alors, tout un vaste débat. En tout cas, c'est un territoire qui a déjà été indépendant dans l'histoire, qui effectivement a rejoint cette chimère d'une Somalie unifiée, et dans une configuration géopolitique tout à fait effectivement singulière, où vous avez avec la piraterie, ce qui se passe notamment aussi avec les houthistes, un besoin de stabilité dans cette configuration. Mais le Somaliland, je crois, est reconnu par Taïwan pour des raisons de politique intérieure, et donc effectivement est en quête de reconnaissance internationale que peut lui offrir l'Éthiopie. Bon, en tout cas, ça passe pas du côté de la Somalie. Ils ne sont pas d'accord avec cet accord qui s'est fait entre donc, les Émiratis de DP World et le port de Berbera au Somaliland. Ça passe pas également au niveau de Djibouti. Donc là on a des tensions possibles à cause de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit l'Union africaine ou les grands de ce monde, ont absolument appelé à l'apaisement sur cette situation et au respect de l'intégrité territoriale. Vous avez, s'agissant du transport maritime, beaucoup d'armateurs qui ont décidé de changer leur itinéraire, en cessant de passer par la mer Rouge et en privilégiant le Cap. Qui a de bonne espérance. Absolument, ce qui rajoute à peu près 5 à 10 jours de délai, et renchérit les taux de fret. Et donc il y a un vrai enjeu géopolitique. C'est à peu près 15% du commerce maritime qui passe cette mer Rouge en quantité, peut-être 23% en valeur. Donc c'est quand même gigantesque. C'est pas un risque juridique de la part des Émiratis de s'implanter au port de Berbera, donc dans le Somaliland, alors qu'il y a ces tensions? Alors, si vous parlez de la piraterie, par exemple, je pense... Non, je parle vraiment du risque économique de s'implanter dans un pays, enfin dans une région qui n'est pas reconnue en tant que pays à part entière. C'est un pari. Ah oui, c'est ça. C'est un pari. Qui est absolument fait par les Émirats arabes unis d'avoir une présence sur un endroit tout à fait stratégique. Je rappelle, s'agissant de Djibouti par exemple, que c'est un haut lieu de la géopolitique mondiale. C'est la première base de défense de la Chine. Les premières implantées à l'extérieur de la Chine. À l'extérieur de la Chine, pardon. La France qui est présente, les États-Unis. Les Américains, les Japonais qui sont également présents. Absolument. Et on oublie de mentionner que le Somaliland a ses passeports, ses élus, sa propre monnaie et a un fonctionnement que d'aucuns considèrent comme tout à fait démocratique. Merci beaucoup Ali Ojej pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.